Votre chat vous regarde en ce moment même. Il cligne des yeux, détourne la tête et vous ignore royalement. Vous pensez le connaître. Vous pensez comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il vous dit. Et pourtant, la science démontre que vous avez tort sur presque tout. Ce félin perçoit un monde sensoriel radicalement différent du nôtre. Il ne vit pas dans votre appartement. Il vit dans une version parallèle de votre appartement. Une réalité construite d'odeurs invisibles, de sons inaudibles pour vos oreilles, de lumière que vous ne pouvez pas voir. Le miaulement qu'il vous adresse tous les matins? Il n'existe tout simplement pas dans la nature entre chats adultes. Les chats sauvages privilégient les phéromones, le langage corporel et des sons gutturaux. Le miaulement a été développé spécifiquement pour vous. Et ce ronronnement que vous trouvez si apaisant, ce n'est pas juste un sourire. C'est un couteau suisse biologique. Un outil de communication, un mécanisme d'apaisement et un dispositif de guérison biomécanique. Alors oui, vous croyez connaître votre chat, mais la vérité est beaucoup plus étrange, beaucoup plus fascinante, et dans certains cas, beaucoup plus troublante que tout ce qu'on vous a dit. Si ce genre de révélation vous fascine autant que nous, abonnez-vous à la Science Assoupie et activez la cloche. Chaque nouvelle vidéo est une réalité que vous ne soupçonniez pas. Partons donc au début, pas au début de votre chat, au début de tous les chats. Il y a environ 11 000 ans, dans les plaines fertiles du croissant fertile, ce croissant de terre riche qui s'étend entre l'actuel Irak, la Syrie, le Liban et Israël, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les premières civilisations agricoles venaient d'émerger. Les humains venaient de découvrir l'agriculture. Ils stockaient des céréales. Et avec les céréales sont venus les rongeurs. Et avec les rongeurs est venu un petit félin solitaire, aux yeux dorés et à la robe tigrée, le chat sauvage africain, Felis sylvestris libica. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas vraiment une domestication. C'est quelque chose de bien plus subtil, de bien plus fascinant. La présence du chat aux côtés de l'homme s'explique par des raisons d'intérêt convergents. L'humain avait un problème, des rongeurs qui dévoraient ses réserves. Les chats ont été attirés vers les premiers villages d'agriculteurs, précisément par ces rongeurs. Personne n'a capturé ce chat. Personne ne l'a dressé. Il est entré de lui-même, parce que là où l'humain stockait de la nourriture, il y avait des proies faciles. C'était une alliance pragmatique. Et elle a changé le monde. Toutes les lignées actuelles de chats domestiques dérivent d'un ancêtre commun, Felis sylvestris libica, le chat sauvage d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Pensez-y un instant. Tous les chats qui ronronnent sur tous les canapés du monde entier, du Bengale à l'Abyssin, du Persan au Chartreux, descendent d'un seul et même ancêtre sauvage dans une seule région du monde. Et cet ancêtre n'a jamais vraiment cessé d'être sauvage. Le chat domestique reste génétiquement très proche de Felis sylvestris libica. Le croisement entre chats domestiques et sauvages est possible et fréquent dans certaines régions. Leur divergence génomique est inférieure à 1%, moins d'1%. Cela signifie que le matou allongé sur votre canapé porte le génome d'un chasseur solitaire des steppes africaines. La différence tient à une poignée de gènes, principalement ceux qui contrôlent la peur, la méfiance et l'agressivité. Notre chat domestique ne serait que semi-domestiqué. Ce n'est pas une métaphore. C'est la conclusion génétique. Les migrations de Felis sylvestris libica à travers le monde se sont faites en deux vagues distinctes. La première depuis le Proche-Orient, portée par les agriculteurs néolithiques qui colonisaient de nouvelles terres. Les premiers chats transportés en Europe l'ont été lors des migrations néolithiques, il y a au moins 6400 ans. Ils étaient originaires d'Anatolie. La seconde vague depuis l'Égypte, au temps des grands pharaons, et c'est cette deuxième lignée qui colonisera les routes commerciales maritimes, atteignant l'Inde, la Chine, puis les Amériques à bord des navires européens. Les chats présents dans des dizaines de millions de foyers asiatiques sont tous des descendants de ce même chat sauvage d'Afrique, un ancêtre unique. Une planète entière conquise. La notion de race féline est récente. Elle émerge au XIXe siècle avec l'essor des expositions félines en Angleterre. Avant cela, les chats étaient essentiellement choisis pour leur comportement et leur utilité. Pendant des millénaires, le chat n'a pas été sélectionné comme le chien. Il n'a pas été modelé pour obéir, pour garder, pour chasser au commandement. Il s'est contenté d'être ce qu'il était. Un prédateur efficace, suffisamment tolérant envers l'humain pour cohabiter, suffisamment sauvage pour rester libre. Et c'est précisément cette tension entre le sauvage et le domestique qui explique tout ce que nous allons découvrir maintenant. Regardez un chat une fois encore. Il est là, immobile, apparemment endormi. Mais à l'intérieur de ce crâne tranquille,
Quelque chose travaille. Quelque chose filtre, analyse, capte. Des informations que vous ne percevez pas, dans des dimensions sensorielles que vous ne pouvez même pas imaginer. Commençons par le plus évident, ses yeux. Contrairement à une idée tenace, les chats ne voient pas en noir et blanc. Ils perçoivent bien certaines couleurs, mais pas toutes. S'il perçoit le bleu et le jaune, le rouge lui est totalement inconnu. Votre belle veste rouge? Pour un chat, elle est invisible dans le spectre de la couleur. Un gris terne. Mais là où vos yeux s'effacent complètement, les siens brillent. Littéralement. Sa pupille peut se dilater considérablement lorsque la lumière est faible. Le tapetum lucidum, une couche de cellules réfléchissantes située au fond de la rétine, augmente par réflexion la quantité de lumière captée, améliorant la sensibilité de l'œil dans l'obscurité. C'est ce tapis lumineux qui fait briller les yeux des chats dans le noir quand la lumière les frappe. Leurs yeux ne s'allument pas, ils renvoient la lumière ambiante comme un miroir intérieur. Un chat dispose de plus de bâtonnets qu'un humain, lui permettant de voir même avec une lumière quasi nulle. Cette dernière doit pourtant être présente. Dans le noir total, même un chat n'y verrait rien. La nuance est importante. Il n'a pas de vision magique. Il est simplement optimisé pour les crépuscules et les aurores, les moments où ses proies naturelles sortent et où la lumière est la plus subtile. Passons aux oreilles. La sensibilité auditive du chat atteint des fréquences inaudibles pour l'homme, des ultrasons bien au-delà du seuil de perception humaine. Cette capacité lui sert à repérer les rongeurs, invisibles à nos yeux, qui communiquent dans ces fréquences très hautes. Un chat entend les souris parler sans que vous puissiez vous en douter. Et les pavillons auriculaires d'un chat peuvent pivoter sur une plage extraordinairement large, localisant un son à quelques centimètres près en quelques dizaines de millisecondes. Votre chat a entendu, localisé et identifié le son avant même que votre cerveau ait fini de l'enregistrer. L'odorat maintenant. L'olfaction est un sens extrêmement développé chez le petit félin. Mais au-delà du nez, le chat possède une arme sensorielle supplémentaire que vous n'avez quasiment plus. L'organe voméronasal, aussi appelé organe de Jacobson, dont l'entrée se trouve dans le plafond de la cavité buccale. Vous avez certainement déjà vu un chat rester quelques secondes bouche entrouverte, l'air légèrement hébété, les babines retroussées. Cette expression étrange s'appelle le phlémène. Ce n'est pas un bug, c'est l'activation de cet organe qui permet une analyse plus fine des molécules chimiques présentes dans l'environnement. Phéromones, traces olfactives, marquages invisibles. En clair, le chat goûte littéralement les odeurs. Il aspire les molécules chimiques de l'air et les analyse avec un organe dédié. L'être humain possède cet organe de Jacobson, mais il est aujourd'hui atrophié. Nous l'avons perdu au fil de l'évolution. Le chat, lui, l'a conservé parfaitement fonctionnel. Et les vibrisses, ces grandes moustaches qui ornent le museau, sont profondément ancrées dans le corps et connectées au système musculaire et nerveux. Elles sondent l'air, captent les vibrations du sol et renseignent sur la proximité d'un obstacle. Quand un chat avance dans un couloir obscur, ces vibrisses lui envoient en temps réel des données sur l'espace disponible, les courants d'air, la présence d'obstacles. C'est un système de navigation sensorielle d'une précision extraordinaire. Assemblez tout cela. La vision nocturne, l'ouïe ultrasonique, l'odorat chimique augmenté, les vibrisses tactiles. Ce que nous percevons parfois comme une intuition mystique chez le chat est la somme de capacités sensorielles amplifiées, bien supérieures aux nôtres. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Mais de la biologie tellement avancée qu'elle ressemble à de la magie. La réalité sensorielle du chat est déjà stupéfiante. Mais ce qui rend ce corps si extraordinaire, c'est aussi ce dont il est fait. Cette architecture organique qui défie nos intuitions et dans certains cas, nos ingénieurs. Regardons d'abord le squelette. La colonne vertébrale du chat rassemble quelques 50 vertèbres, dont une vingtaine se situent dans la queue. Ce squelette, plus complexe que le nôtre, est aussi infiniment plus souple. Les épaules, seulement reliées par des tendons au squelette de manière flottante, sont très particulières. La clavicule est seulement rudimentaire. Cette structure donne au chat une cage thoracique très fine, qui lui permet de se faufiler dans des fentes étroites. Ce détail anatomique est à l'origine de l'une des capacités les plus fascinantes du chat, le réflexe de redressement. Au moment d'une chute, l'appareil vestibulaire se met en route, permettant au chat de retrouver le haut et le bas. Il tord d'abord la moitié avant de son corps vers le bas, puis la moitié arrière dans la même direction.
Ses pattes s'écartent légèrement, formant une surface plus large pour ralentir sa descente. La hauteur minimum requise pour que ce réflexe s'exécute sans risque est d'environ 1 mètre. Ce qu'il y a d'encore plus fascinant, c'est la physique de la chute libre. Une fois redressés, les chats peuvent étirer leur corps pour augmenter la résistance à l'air et atteindre une vitesse terminale bien plus faible que ce que leur masse laisserait prévoir. Les chercheurs ont observé que les blessures atteignaient un maximum autour de 7 étages de chute. Au-delà de 7 étages, les blessures redeviennent moins graves, car le chat a eu le temps de se détendre complètement et d'adopter une posture optimale. Ce réflexe de redressement commence à apparaître des 3 à 4 semaines chez le chaton, et il est complètement opérationnel à partir de 7 semaines. Maintenant, parlons de la langue. Cette texture râpeuse, légèrement agressive, qui gratte comme du papier de verre doux. Pendant des siècles, on a cru que ces aspérités étaient de simples cônes cornés, comme des épines rigides. Des chercheurs en ingénierie mécanique de l'Institut de technologie de Géorgie ont découvert quelque chose de radicalement différent. Les papilles se terminent en de petites pointes courbes et creuses, dont la forme permet d'attirer et de stocker la salive par tension de surface, et de la transférer à la base des poils. Quand le chat fait sa toilette, ces microstructures acheminent les fluides profondément dans les poils, comme de petites pompes biologiques. Ce matériau, la kératine, est à la fois dur et flexible. Il résiste à l'humidité, au frottement répété, à la chaleur. Et la géométrie de ces papilles est si sophistiquée que des équipes d'ingénieurs s'en sont inspirées pour concevoir de nouveaux systèmes de diffusion de liquide et des outils de nettoyage biomimétiques. Un chat est sensible à la mer, à l'acide et au salé, mais pas au sucré. Ce n'est pas une lacune, c'est une adaptation parfaite à un régime strictement carnivore. Le sucre ne lui est d'aucune utilité nutritionnelle. L'évolution a simplement supprimé les récepteurs du goût sucré, économisant de l'énergie cérébrale pour ce qui compte vraiment. Détecter la viande fraîche, identifier les protéines, repérer l'acidité qui signale la décomposition. Et les griffes ? La quasi-totalité des félins ont des griffes rétractiles, maintenues en position rentrée par un tendon passif et déployées activement par une contraction musculaire. Ce système permet de les conserver aiguisées, elles ne s'usent pas sur le sol à chaque pas, et de les déployer en une fraction de seconde. La direction dans laquelle leurs griffes s'enroulent signifie qu'ils ne peuvent pas descendre la tête en avant. C'est pourquoi les chats descendent souvent à reculons depuis un arbre. Ce corps, dans son ensemble, est une machine évolutive d'une cohérence remarquable. Chaque détail, la clavicule absente, la pupille verticale, la langue creuse, la griffe rétractile, est une réponse précise à la même contrainte fondamentale: être le meilleur chasseur solitaire possible. Mais il y a un mécanisme dans ce corps que les biologistes n'ont toujours pas entièrement expliqué. Un son que presque tout le monde a mal compris. Et ce son, vous l'avez entendu des milliers de fois sans jamais en saisir la vraie nature. Imaginez une salle d'opération vétérinaire. Un chat de 3 ans, renversé par une voiture, entre dans la clinique avec 2 fractures aux membres postérieurs. Son état est grave. Et pourtant, sur la table d'examen, pendant que le vétérinaire palpe les fractures, quelque chose d'inattendu se produit. Le chat ronronne. Pas discrètement, intensément, régulièrement, avec cette vibration profonde qui traverse la table en métal et remonte dans les doigts du praticien. Ce ronronnement ne signifie pas que le chat est heureux. Il signifie que son corps est en train de faire quelque chose de remarquable. Ce son que nous entendons depuis l'enfance, ce grondement doux et cyclique que nous associons spontanément au confort et à la sérénité, est en réalité l'un des mécanismes biologiques les plus mal compris de toute la zoologie. Nous l'avons réduit à une émotion. La science en fait tout autre chose. Le ronronnement est produit par les muscles laryngés du chat, qui contractent et dilatent rythmiquement la glotte pendant la respiration. Ce mouvement crée une turbulence dans le flux d'air, à l'inspiration comme à l'expiration, ce qui produit ce son continu sans interruption. Aucun organe dédié, pas de structure anatomique spécifique. C'est un détournement élégant du larynx respiratoire ordinaire, une cooption évolutive d'une mécanique existante pour créer quelque chose de nouveau. Et la fréquence de ce son se situe entre 25 et 150 Hz, avec un pic dominant autour de 25 à 50 Hz. Cette gamme de fréquences n'est pas anodine. Les chercheurs en médecine physique et réhabilitation ont identifié que les vibrations situées entre 20 et 140 Hz exercent des effets mesurables sur les tissus biologiques. Elles stimulent la consolidation osseuse, réduisent l'inflammation,
accélère la cicatrisation des tendons et des ligaments, et atténue la douleur par des mécanismes neuraux encore partiellement élucidés. Le ronronnement félin se situe exactement dans cette fenêtre thérapeutique. Cette coïncidence n'a pas échappé aux biologistes évolutifs, qui y voient une adaptation sélective. Les individus qui ronronnaient guérissaient plus vite, ils survivaient mieux. Ils transmettaient ce mécanisme à leurs descendants. Sur la table vétérinaire, ce chat fracturé ne cherche pas à rassurer son praticien. Il active sa propre pharmacie vibratoire. Il s'auto-administre un traitement. Et la personne qui rentre chez elle après une journée épuisante, qui s'effondre sur le canapé pendant que son chat monte sur ses genoux et commence à ronronner, son cortisol baisse, sa tension artérielle diminue, son rythme cardiaque ralentit. Ce même mécanisme vibratoire fait sur le système nerveux humain exactement ce qu'il fait sur les os du chat. Il régule. Mais le ronronnement possède encore une couche supplémentaire. Une étude publiée dans Current Biology a montré que lorsqu'un chat réclame de la nourriture, la structure acoustique de son ronronnement change. Il intègre dans le flux vibratoire continu un cri à haute fréquence, dont le spectre ressemble étrangement au cri de détresse d'un nourrisson humain. Ce signal est presque impossible à ignorer pour un adulte. Notre cerveau est câblé pour répondre à cette fréquence. Des millions d'années d'évolution parentale nous ont programmés pour agir quand nous entendons un bébé en détresse. Et le chat a appris à embarquer ce signal dans son ronronnement, de façon à déclencher cette réponse instinctive. Voilà pourquoi vous vous levez à 6 heures du matin pour remplir sa gamelle alors que vous aviez prévu de dormir 1 heure de plus. Ce n'est pas de l'amour incontrôlable, c'est de la biologie ciblée. Et pendant qu'on parle de ciblage biologique, parlons franchement de la voix du chat. Posons le cadre. Dans la nature sauvage, entre chats adultes, le miaulement est presque absent. La communication entre congénères se fait par les phéromones, le langage corporel et des vocalisations gutturales. Grognements, sifflements, cris d'accouplement. Le miaulement est le cri du chaton qui appelle sa mère. Fonctionnel pendant les premières semaines de vie, il s'efface progressivement chez l'individu sauvage. Un chat sauvage adulte qui miaoulerait à un autre chat adulte régresserait vers un comportement juvénile aberrant. Un chat domestique, lui, miaule tous les jours. Le matin, devant la porte, à votre retour à la maison, devant le réfrigérateur. Et il ne miaule presque jamais aux autres chats de la maison. Il leur préfère les regards, les postures, les frottements de tête. Ce canal vocal est réservé à une seule cible, vous. La chercheuse suédoise Susanne Schutz, à l'université de Lund, a passé des années à analyser spectralement les vocalisations félines. Ses travaux montrent que chaque chat construit un répertoire vocal propre, calibré sur les réponses de son interlocuteur humain spécifique. Ce répertoire n'est pas universel. Il est littéralement unique à une relation donnée. Si vous prêtiez votre chat à un ami pendant 1 mois, ses vocalisations commenceraient à se recalibrer sur la signature émotionnelle de ce nouvel humain. Les analyses acoustiques révèlent des variations fines selon le contexte. La demande de nourriture produit un miaulement d'une fréquence et d'une durée différentes de la demande d'attention, qui diffère à son tour du signal d'inconfort ou de l'expression d'ennui. Un chat module sa voix comme un musicien module sa dynamique, selon l'effet recherché, selon l'interlocuteur, selon le moment de la journée. Ce phénomène d'adaptation vocale est l'aboutissement de millénaires de cohabitation. Les individus dont les vocalisations déclenchaient de meilleures réponses humaines obtenaient plus de nourriture, plus d'attention, plus de chances de se reproduire. L'évolution a sculpté ce répertoire selon nos propres réponses biologiques. Mais la communication vocale n'est qu'un canal parmi plusieurs, et probablement pas le plus riche. La majorité des messages passent par le corps, et nous les ratons presque tous. Prenez les oreilles, dirigées vers l'avant, légèrement tournées vers l'extérieur, curiosité active, attention focalisée. Vers l'arrière, aplatie contre le crâne, peur ou agressivité défensive. Une oreille vers l'avant et l'autre légèrement tournée, ambivalence, évaluation en cours. Ces positions ne sont pas des postures arbitraires. Elles reflètent directement l'état du système nerveux autonome. Elles ne mentent pas parce qu'elles ne sont pas contrôlées consciemment. Ce sont des réflexes neuraux involontaires qui trahissent l'état interne avec une précision que les expressions faciales humaines n'atteignent jamais. Un humain peut sourire quand il souffre. Un chat ne peut pas pointer ses oreilles en avant quand il est terrifié. La queue parle un langage tout aussi précis. Dressée verticalement, avec une légère courbe au sommet,
Salutation amicale, confiance, invitation à l'interaction. Queue basse, ramassée sous le ventre, peur, soumission. Queue gonflée, hérissée, portée en arc, terreur ou rage défensive. Queue qui fouette lentement et régulièrement. Concentration intense, état de prédation actif. Ce n'est pas de l'agacement, c'est du calcul. Et ce lent clignement des yeux que certains chats offrent parfois, ce mouvement paresseux et presque somnolent, les éthologues l'appellent le clignement lent, et c'est l'une des expressions les plus claires de confiance et d'affection dans le répertoire félin. Vous pouvez le reproduire. Si vous regardez un chat dans les yeux et clignez lentement, il y a de fortes chances qu'il vous réponde de la même façon. Vous venez d'avoir une vraie conversation. Et la question de l'ignorance délibérée mérite qu'on s'y arrête. Parce que la science l'a désormais documentée avec une précision qui rend la chose définitive. Une équipe de l'université de Tokyo a exposé des chats à leur propre prénom, prononcés par leur maître, par un inconnu, et à d'autres mots de sonorité similaires. Les félins réagissaient systématiquement différemment à leurs prénoms. Mouvement des oreilles, de la tête, interruption du toilettage. Mais ils ne venaient pas, ils reconnaissaient, ils évaluaient, et ils décidaient que la réponse n'était pas nécessaire. Ce filtre attentionnel est profondément ancré dans leur phylogénie. Un prédateur solitaire qui bondissait au moindre son dans la savane africaine ne survivait pas longtemps. La sélection a favorisé les individus capables d'évaluer un signal avant d'y réagir. Ce mécanisme est toujours là, intact, 10 000 ans plus tard, dans votre salon. Ce filtre attentionnel, cette capacité à évaluer, à décider, à ignorer délibérément, n'est pas le fruit d'un instinct simple. Il implique quelque chose que nous sous-estimons systématiquement, un cerveau. Le cerveau du chat pèse environ 30 grammes. Il représente moins d'1% du poids total du corps. Mais sa structure corticale présente des replis et des circonvolutions comparables à ceux du cerveau humain. Et le ratio entre sa surface corticale et son volume cérébral est similaire au nôtre. Le cortex cérébral félin contient environ 250 à 300 millions de neurones. Cette organisation cérébrale est spécialisée différemment de la nôtre, optimisée pour d'autres tâches. Mais elle n'est pas moins sophistiquée. Les lobes frontaux sont proportionnellement plus développés que chez la plupart des autres carnivores domestiques. Ces lobes sont associés à la planification à court terme, à l'inhibition des réponses impulsives et à certaines formes de raisonnement causal. Avant chaque saut, une simulation mentale se déroule. Distance, angle, stabilité de la surface de réception, position du corps dans l'espace. Ce calcul balistique inconscient se produit en quelques dixièmes de seconde. Ce que vous voyez comme une grâce naturelle est en réalité le résultat d'un calcul d'une précision remarquable. La mémoire féline est à la fois plus robuste et plus sélective que nous ne l'imaginons. Des études publiées au Japon ont démontré que les chats possèdent une mémoire épisodique, la capacité de se souvenir non seulement d'un événement, mais de son contexte spatial et émotionnel. Un chat se souvient précisément de l'endroit où vous rangez ses friandises, même si vous ne l'y avez emmené qu'une seule fois. Il se souvient quel membre du foyer lui a un jour marché sur la queue. Et cette information reste accessible pendant des années, voire pendant toute sa vie. Sa mémoire à court terme est plus volatile. Elle s'efface en quelques minutes. Mais sa mémoire à long terme encode les expériences significatives avec une fidélité remarquable. Il se souvient de la dernière fois que vous l'avez emmené chez le vétérinaire, le bruit de la voiture, l'odeur du cabinet, la texture de la table d'examen. Ne soyez pas surpris s'il disparaît systématiquement le matin du prochain rendez-vous. Ce cerveau traite également les émotions, non pas au sens anthropomorphisé où nous projetons nos états internes sur l'animal, mais au sens neurobiologique strict. Le système limbique félin, la structure cérébrale associée aux émotions, à la peur, au plaisir, à l'attachement, fonctionne selon les mêmes principes que le nôtre. L'amygdale traite les stimuli de menace. L'hippocampe gère la mémoire émotionnelle. Le système dopaminergique répond à l'anticipation de la récompense. C'est pourquoi un chat qui a appris que le bruit de la boîte de nourriture précède le repas commence à s'agiter avant même que vous ayez ouvert la boîte. Il anticipe le plaisir. Il ressent quelque chose qui ressemble fonctionnellement à de l'excitation. Et le jeu, ce comportement que vous observez quand un chat bondit sur un jouet avec un sérieux déconcertant, est en réalité un entraînement neurologique structuré.
Chaque séquence exécute le même programme que la chasse réelle. Repérage visuel, évaluation de la trajectoire, affût immobile, bond calculé, capture. Le cerveau enregistre chaque itération, affine les paramètres, améliore la précision. Et quand le jeu inclut un autre individu, il y ajoute une couche d'intelligence sociale. Évaluation de l'intention de l'autre, anticipation de ses mouvements, adaptation stratégique en temps réel. Et maintenant, une vérité que certains préfèrent ne pas entendre. Pendant que cet animal déploie cette intelligence remarquable, pendant qu'il calcule ses sauts et calibre ses vocalisations, quelque chose peut se passer dans les profondeurs de sa biologie qui vous concerne directement. Quelque chose de microscopique. Quelque chose qui, selon des estimations sérieuses, réside peut-être en ce moment dans le cerveau d'un être humain sur 3 dans le monde. Toxoplasma gondii est un parasite intracellulaire unicellulaire. Il complète son cycle de reproduction sexuée exclusivement dans l'intestin des félidés, et seulement là. Les chats sont son hôte définitif. Tout le reste, les rongeurs, les oiseaux, les porcs, les humains, n'est qu'un hôte intermédiaire, une étape dans un voyage dont la destination est toujours le félin. Le schéma de transmission est élégant dans sa cruauté. Le parasite se reproduit dans l'intestin du chat et ses œufs sont excrétés dans les fécès. Ces oocystes sont ingérés par des rongeurs. Et là, Toxoplasma fait quelque chose que la biologie n'avait pas prévu de pouvoir faire. Il modifie le comportement de son hôte, précisément, sélectivement, chirurgicalement. Il cible l'amygdale, le centre de traitement de la peur, et réécrit la réponse émotionnelle de la souris à l'odeur d'urine de chat. Une souris saine fuit cette odeur avec une terreur instinctive. Une souris infectée par Toxoplasma s'en approche. Certaines études rapportent même une forme d'attraction. Le rongeur marche vers le prédateur le dévore. Le parasite retourne dans l'intestin du chat, cycle accompli. Ce mécanisme de manipulation neuronale a été décrit par l'équipe d'Ajay Vyas à l'université de Stanford. Il implique une déméthylation des promoteurs génétiques dans l'amygdale, modifiant les circuits dopaminergiques associés à la réponse de peur. Le parasite ne détruit pas le cerveau, il le reprogramme avec une précision que nos meilleurs neuropharmacologues peinent à égaler. Et chez l'humain, l'infection par Toxoplasma gondii est généralement asymptomatique chez les individus immunocompétents. Une fois installés, ils forment des kystes dans le tissu cérébral qui persistent indéfiniment. Les études épidémiologiques ont associé la séropositivité à de légères modifications de certains traits de personnalité, à une corrélation statistique avec certains troubles psychiatriques et, détail troublant, à une réduction de l'aversion pour l'odeur d'urine de chat, exactement comme les souris. Personne ne prétend que Toxoplasma contrôle vos décisions, mais la question mérite d'être posée sérieusement. Dans la relation longue et complexe entre l'humain et le chat, est-ce que ce micro-organisme a joué un rôle sélectif ? Est-ce que les humains légèrement influencés par Toxoplasma, moins craintifs envers les chats, plus enclins à les laisser entrer dans leur foyer, ont contribué à propager l'espèce féline à travers le monde avec une efficacité que ni l'attrait de la chasse aux rongeurs, ni la beauté de l'animal ne peuvent entièrement expliquer. La réponse honnête est « nous ne savons pas ». Et cette incertitude est, à elle seule, vertigineuse. Ce que nous savons, en revanche, c'est que la relation entre l'humain et le chat est bien plus ancienne, bien plus chargée et bien plus étrange que l'image du ronronneur domestique sur le canapé ne le laisse penser. Et pour en comprendre toute la profondeur, il faut remonter dans le temps, vers un moment bien particulier de l'histoire humaine, où le chat a cessé d'être simplement utile pour devenir quelque chose d'infiniment plus grand, un dieu, puis, quelques siècles plus tard, un démon. Cette transformation dans nos têtes, cette oscillation entre la vénération absolue et la persécution sanglante, dit quelque chose de fondamental sur la nature de notre relation à cet animal, et peut-être sur la nature de notre relation à tout ce que nous ne contrôlons pas entièrement. En 1997, une biologiste américaine du nom de Leanne Proops travaillait sur le comportement territorial des chats arrêts dans une zone rurale de Floride. Elle avait passé des semaines à observer les mêmes individus, à cartographier leurs déplacements nocturnes, à cataloguer leurs interactions. Un soir, elle a remarqué quelque chose qui ne figurait dans aucun de ces protocoles.
Un vieux mâle roux, qu'elle avait baptisé Copernic, s'était immobilisé au milieu d'un champ. Pas en position d'affût, pas en alerte territoriale, simplement immobile, orienté vers le nord-est, les yeux mi-clos. Il est resté ainsi 22 minutes. Puis il est reparti. 2 jours plus tard, un tremblement de terre secouait une région située à 200 km dans cette direction. Elle a noté l'incident dans ses carnets. Elle l'a mentionné à un collègue. Il a souri poliment. Elle n'a jamais publié cette observation, parce qu'une observation unique ne constitue pas une donnée. Mais elle n'a jamais cessé d'y penser. Ce moment, une scientifique rigoureuse, face à quelque chose qu'elle ne peut ni expliquer ni ignorer, résume parfaitement la position dans laquelle nous met le chat depuis 10 000 ans. Il se passe quelque chose. Nous ne savons pas exactement quoi. Et cette incertitude a généré, au fil des siècles, des réponses humaines extraordinairement variées. La vénération, la persécution, la fascination, la cruauté. Et maintenant, une science qui commence à peine à poser les bonnes questions. Remontons à l'Égypte ancienne. Pas à l'Égypte des manuels scolaires avec ses pyramides photographiées sous un ciel bleu uniforme, mais à l'Égypte vivante, bruyante, odorante. Les marchés de Memphis, les greniers de Thèbes, les rives du Nil, où les crues annuelles amenaient avec elles des rongeurs par milliers. C'est dans ce contexte agricole très concret que le chat a commencé son ascension vers la divinité. La déesse Bastet était à l'origine une lionne, féroce, solaire, guerrière. Au fil des siècles, elle s'est transformée en chatte domestique, protectrice du foyer, garante de la fertilité, gardienne des greniers. Son culte, centré à Bubastis, attirait chaque année des centaines de milliers de pèlerins. Les chats du temple étaient nourris, soignés, vénérés. Tuer un chat, même accidentellement, était passible de mort. L'historien grec Hérodote rapporte qu'un soldat romain aurait été lynché par la foule pour avoir tué un chat, malgré les tentatives du pharaon lui-même pour le sauver. Quelques siècles plus tard, lors de la bataille de Péluse, un général perse aurait utilisé cette vénération comme arme stratégique. Sachant que les Égyptiens refuseraient de combattre par peur de blesser les animaux sacrés, qu'elle soit vraie ou apocryphe, cette histoire dit quelque chose d'essentiel sur le pouvoir symbolique que le chat avait déjà accumulé dans l'esprit humain. Les chats momifiés découverts dans les nécropoles égyptiennes se comptent par centaines de milliers. Des analyses radiographiques ont révélé quelque chose de moins glorieux. Beaucoup de ces animaux avaient été tués très jeunes, probablement pour alimenter le commerce des offrandes votives. La vénération avait engendré une industrie. Les vendeurs de momies aux abords des temples offraient aux pèlerins un animal sacrifié comme cadeau aux dieux. Derrière le geste pieux, une économie brutale. L'histoire du chat et de l'humain a toujours eu cette double nature. Puis vint la nuit européenne. À partir du XIIIe siècle, et surtout au XIVe et XVe siècle, l'Église catholique commença à associer systématiquement le chat noir à la sorcellerie et au diable. Le pape Grégoire IX, dans sa bulle Vox in Rama de 1233, associait explicitement les chats noirs aux rites sataniques. Ce texte officiel ouvrit la porte à des persécutions organisées. Des chats furent chassés, brûlés, précipités du haut des clochers lors de certaines fêtes populaires. Dans plusieurs villes flamandes, une tradition annuelle consistait à jeter des chats vivants depuis la tour de la Halle, pratique qui n'a été abolie qu'au XIXe siècle. Des inquisiteurs parcouraient les villages en interrogeant les habitants sur leurs animaux domestiques. Posséder un chat noir devenait une preuve circonstancielle de commerce avec le diable. Des femmes furent exécutées pour avoir nourri un chat. Des communautés entières brûlèrent leurs animaux lors des grandes processions religieuses, convaincus d'accomplir un acte de purification. Et pendant ce temps, les rats proliféraient. Puisque la souris et le rat sont les vecteurs du bacille de la peste, l'extermination des chats contribua à l'aggravation des épidémies en permettant aux rongeurs de proliférer. Les villes où la persécution des chats était la plus intense correspondent géographiquement et chronologiquement à certains des foyers les plus dévastateurs de la peste noire. Les historiens de l'épidémiologie ont documenté ce lien avec prudence, d'autres facteurs jouaient évidemment un rôle, mais l'effondrement des populations félines dans certaines régions d'Europe au moment précis où Yersinia pestis explosait n'est pas une coïncidence que la science peut écarter. Un moine franciscain d'Erfurt a laissé dans ses chroniques une note datant de 1349. Il décrit comment les chats des couvents avaient été chassés 2 ans plus tôt sur ordre de l'évêque, et comment depuis,
Les greniers grouillaient de rongeurs que les frères ne parvenaient plus à contrôler. L'année suivante, la moitié de la communauté mourut de la peste. Il n'établit pas explicitement le lien, mais il le note, comme si quelque chose, dans sa conscience de chroniqueur, refusait de laisser ces faits séparés. La persécution des chats en Europe médiévale est l'un des exemples les plus documentés des conséquences biologiques d'une décision culturelle. Nous avons décidé, collectivement, que le chat était mauvais, et les rats ont mangé nos réserves, et les puces des rats ont propagé la mort, et les cités ont brûlé et saigné. La symbolique a des conséquences réelles. La réhabilitation est venue lentement, portée par le XVIIe siècle et son goût croissant pour l'observation empirique plutôt que la doctrine. Les chats sont revenus dans les maisons bourgeoises, puis dans les cours royales. Le cardinal Richelieu était réputé pour sa passion féline. Il possédait des dizaines de chats et prévut dans son testament une rente pour leur entretien après sa mort. Le philosophe Jeremy Bentham nourrissait un chat qu'il appelait Sir John Langbourne. Lord Byron en possédait plusieurs. Et au XIXe siècle, quelque chose de nouveau est apparu. L'idée qu'on pouvait façonner délibérément l'apparence du chat. La première exposition féline officielle s'est tenue à Crystal Palace, à Londres, en 1871. Harrison Weir, son organisateur, est considéré comme le père de la félinologie moderne. En quelques décennies, des dizaines de races ont été standardisées, sélectionnées, fixées génétiquement. C'est là que nous entrons dans le cabinet d'une vétérinaire de Lyon, spécialiste en médecine féline depuis 20 ans. Sur sa table, un persan de 2 ans. Son museau est si aplati, sa face si compressée, que ses narines sont quasiment invisibles. Il respire bruyamment, en permanence. Ses yeux larmoient. Il ronfle en dormant, non pas avec le ronronnement thérapeutique que nous avons décrit, mais avec le bruit laborieux d'un être qui doit fournir un effort conscient pour chaque inspiration. Ce chat n'a aucune pathologie au sens médical du terme. Il est tel qu'il a été sélectionné pour être. Et c'est précisément le problème. La race persane moderne est issue de siècles de sélection pour un visage plat, dit brachycéphale. Cette morphologie comprime l'ensemble des structures nasopharyngées dans un espace bien trop restreint pour leur fonctionnement normal. Le résultat, documenté par des dizaines d'études vétérinaires, est un animal qui souffre chroniquement de difficultés respiratoires, d'infections oculaires récurrentes, de problèmes dentaires liés à l'entassement des dents dans une mâchoire trop petite, et d'un risque accru d'hyperthermie. Les Munchkin, ces chats aux pattes anormalement courtes dont les vidéos inondent les réseaux sociaux, ont été obtenus par sélection d'une mutation génétique spontanée affectant le développement osseux. Leurs pattes courtes les exposent à des problèmes articulaires chroniques et à des douleurs vertébrales que les études de suivi longitudinal commencent à documenter. La British Veterinary Association a pris des positions publiques contre l'élevage de ces races, arguant que la sélection de traits pathologiques est contraire à l'éthique médicale et animale. Le débat est vif. Les éleveurs argumentent que ces chats vivent des vies heureuses et aimées. Les vétérinaires répondent que le bien-être subjectif apparent d'un animal ne suffit pas à justifier une morphologie qui génère une souffrance chronique. La sociologue Johanna Swebb a étudié ce conflit et conclut que nous projetons nos préférences esthétiques, en particulier notre attirance pour les traits infantiles, sur des animaux qui paient le prix biologique de notre sensibilité visuelle. Cette vétérinaire voit plusieurs de ces cas chaque semaine. Elle ne juge pas les propriétaires, ils aiment leurs animaux sincèrement, profondément. Elle observe simplement qu'entre l'amour humain et le bien-être animal, il peut exister un écart que personne ne veut regarder en face. Revenons à la biologiste et à son chat immobile dans le champ de Floride. La question de ce que le chat perçoit, et que nous ne percevons pas, est plus sérieuse scientifiquement qu'on ne le pense généralement. En 2013, une équipe de chercheurs de l'Université de Washington a réalisé une série d'expériences sur la navigation spatiale des chats domestiques. Des chats ont été transportés dans des boîtes opaques sur des distances variables, puis relâchés dans des environnements inconnus. La quasi-totalité des individus testés ont retrouvé leur chemin vers leur domicile avec une efficacité qui dépassait largement ce que les modèles basés uniquement sur la mémoire olfactive pouvaient prédire. Des distances de plusieurs kilomètres, dans des environnements sans marqueur olfactif connus. Une hypothèse a émergé. Les chats pourraient être sensibles aux champs magnétiques terrestres. Des cellules contenant de la magnétite, un oxyde de fer à propriété magnétique, ont été identifiées dans plusieurs organes sensoriels félins, notamment dans les cornets nasaux et les tissus olfactifs. Cette structure suggère une capacité de magnétoréception que les chercheurs documentent chez de nombreuses espèces.
des oiseaux migrateurs aux requins, et qui permettrait une orientation directionnelle indépendante des repères visuels et olfactifs. Parallèlement, une équipe de l'université de Tohoku au Japon a analysé les comportements de chats domestiques dans les jours précédents des séismes. L'étude, publiée en 2020, a identifié des modifications comportementales statistiquement significatives, augmentation de l'agitation, des vocalisations, des tentatives de fuite, dans les 48 heures précédant des tremblements de terre d'une certaine magnitude. La piste principale est la détection d'infrasons ou de variations du champ électromagnétique précédant les événements sismiques. Aucune conclusion ferme n'a été publiée. Les données sont suggestives, pas démonstratives, mais elles sont là. Ces recherches ne font que commencer. Et chaque fois qu'une nouvelle donnée apparaît, la magnétoréception, la détection sismique probable, la sensibilité aux fréquences que nous n'entendons pas, elle replace le chat dans cette position inconfortable qu'il occupe depuis toujours dans notre imagination, à la frontière entre ce que nous comprenons et ce que nous ne comprenons pas encore. Et maintenant, une vérité que les amateurs de chats reçoivent toujours avec résistance. Peter Mara est chercheur au Smithsonian Conservation Biology Institute. Depuis le début des années 2010, il collecte des données avec une patience de biologiste de terrain. En 2013, il a copublié dans Nature Communications une étude qui a déclenché une tempête médiatique et académique. Sa conclusion : les chats domestiques et arrêts tuent des milliards d'oiseaux et de mammifères chaque année, aux États-Unis seulement. D'autres chercheurs contestent les chiffres précis, mais l'ordre de grandeur, des milliards, est accepté par une majorité de biologistes de la conservation. Ce chiffre place le chat domestique parmi les causes anthropogéniques les plus importantes de mortalité de la faune sauvage, aux côtés des collisions avec les vitres des bâtiments et des véhicules, et de la destruction des habitats. Et contrairement à ces autres causes, il a des défenseurs passionnés, organisés, vocaux. Mara et ses collègues ont été harcelés. Ils ont reçu des menaces. Des pétitions ont circulé pour faire retirer leur étude. Des associations félines ont commandité des contre-études. Ce débat est l'un des plus politiquement chargés de l'écologie contemporaine. Non pas parce que les données sont fondamentalement incertaines, mais parce qu'elles impliquent des décisions que nous ne voulons pas prendre. Les chats arrêts représentent un défi de conservation particulièrement complexe. Les programmes de capture, stérilisation, retour réduisent la reproduction, mais ne réduisent pas immédiatement la prédation. Des espèces insulaires d'oiseaux nichant au sol, qui n'ont pas évolué en présence de prédateurs terrestres, sont particulièrement vulnérables. Des extinctions locales ont été documentées sur des îles où des chats arrêts ont été introduits. En Nouvelle-Zélande, en Australie, dans les îles du Pacifique, des gestionnaires d'aires protégées ont mis en place des programmes d'éradication dans des périmètres définis. Ces programmes sont légaux, soutenus par des scientifiques sérieux, et ils déclenchent des protestations massives. Stan Temple, de l'Université du Wisconsin, qui a passé des décennies à étudier la faune aviaire du Midwest américain, a dit une chose difficile à oublier. Le problème n'est pas le chat. Le problème, c'est que nous l'aimons d'un amour qui n'admet pas les nuances. Et cet amour a des conséquences sur des espèces qui n'ont personne pour les défendre avec la même intensité. Il y a quelques années, un écologue britannique travaillait sur un programme de protection du campagnol des champs dans une réserve naturelle du Somerset. Il avait passé 3 ans à restaurer l'habitat, à surveiller les populations, à noter avec satisfaction la progression des effectifs. Un matin, en faisant sa ronde, il a trouvé les restes de 23 campagnols dispersés dans une zone d'une 50aine de mètres de rayon. Des restes propres, précis, une façon de tuer que les biologistes reconnaissent immédiatement. Un chat, probablement domestique, venant d'une propriété voisine, avait traversé la clôture dans la nuit. Il n'a pas tué le chat, il n'en avait ni le droit ni l'envie. Il a réparé la clôture, documenté les pertes et rédigé un rapport que personne en dehors de son laboratoire ne lirait probablement. Puis il est rentré chez lui. Et là, il l'a écrit lui-même, avec une honnêteté que je trouve remarquable, son propre chat l'attendait sur le palier. Un gris tigré de 5 ans, qui s'est frotté contre ses jambes avec une confiance absolue. Il s'est assis par terre dans le couloir, le chat sur les genoux, et n'a pas su quoi penser. Voilà où nous en sommes, collectivement, avec les chats. Nous connaissons leur génome. Nous commençons à comprendre leur langage. Nous mesurons les fréquences de leur ronronnement et leurs effets sur nos tissus et les leurs.
Nous documentons leur impact sur les écosystèmes avec une précision croissante. Et malgré tout cela, ou peut-être à cause de tout cela, nous nous retrouvons assis par terre dans un couloir avec un animal sur les genoux qui perçoit un monde que nous ne verrons jamais, qui nous parle dans une langue qu'il a inventée pour nous seuls, qui nous guérit peut-être sans le savoir, qui nous manipule certainement et que nous ne pourrons jamais tout à fait comprendre. 11 000 ans de cohabitation. Un dieu, un démon, un compagnon, un prédateur. Et toujours cette même question qui ne se résout pas. Qui a vraiment domestiqué qui ? Si cette question vous reste en tête autant qu'à nous, un like et un abonnement à la Science Assoupie, c'est la façon de nous dire que ce genre de voyage en vaut la peine.